seul sujet. J'ai balayé tout un tas de projets que je vais vous montrer dans un instant, mais je vais me concentrer sur un seul sujet qui rentre à peu près dans le format 45 minutes et j'espère qu'il montrera un peu ce que je sais faire et le type d'approche que j'ai. Vous verrez pas mal d'éléments empruntés à ma thèse, par exemple, ce que j'ai fait avec Emmanuel Villarmot, l'approche un peu capillaire et l'aspect pour son surface en particulier. Donc ce projet, c'est l'un des nombreux projets que j'ai fait dans mon premier postdoc, qui était un postdoc de 4 ans et demi avec Eva Conso à Los Angeles. Alors, c'est pas une personne qui est très connue dans le milieu de la mécanique des fluides, plutôt elle essaye de se faire connaître plutôt pour les micro-organismes, les micronageurs, et ou les cils, le mouvement des cils et le mouvement de mucus. Ça, c'est plutôt sa spécialité d'origine, et c'est une numéricienne à la base, théoricienne numéricienne. Moi, je suis arrivé là-bas en tant qu'expérimentateur. Donc, tous les projets que vous voyez ici, c'est des projets que j'ai montés à partir de rien, dans une grande salle vide qui était ce qu'elle voulait faire devenir un labo expérimental. Alors, ce que j'ai aidé à monter ce labo. Donc, les différents projets, pour la plupart, sont bio-inspirés. Et le labo des Vacances, c'est un labo de mécanique des fluides bio-inspiré. Le projet en haut à gauche, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc je vais mettre le pointeur. Hop. En haut à gauche, c'est des ailes en autorotation qui sont inspirées des graines volantes. Donc certaines graines volantes qui volent, qui partent des arbres et qui se dispersent en utilisant l'aérodynamique de l'autorotation, donc qui génère une force de portance sur l'aile. Donc on a regardé un peu ce genre de projet. On a regardé aussi des mouvements d'un disque qui tombe en chute dans un milieu fluide. Et dans ce milieu, il y a des formations d'écoulement vorticitaire qui influent fortement sur le mouvement. Donc, on s'était intéressé particulièrement à l'influence d'un trou central sur le disque sur la stabilité du mouvement, donc des écoulements, des interactions flux-structure ici. On a regardé les problèmes de signature de sillage qui sont inspirés de la manière dont les otaries arrivent à repérer des sillages sous l'eau et à suivre soit une proie, soit à s'éloigner d'un prédateur en reconnaissant le type de sillage à quel elles ont affaire. Donc, c'est des problèmes de détection de sillage et d'identification. Et on a aussi regardé des problèmes à plus faible rénose de bactéries. Et le problème à laquelle je vais m'intéresser ici, que je vais vous présenter, c'est celui d'un coin ou d'un V qui, en chute libre, impacte la surface liquide et génère, comme vous voyez ici, un splash assez remarquable. Et on s'intéresse en particulier à la dynamique de splash et à l'influence notamment de l'air environnant sur la forme de ce splash. Et c'est donc ça dont je vais vous parler maintenant, qui va nous prendre à peu près 40 minutes. Donc les deux questions qu'on se pose sur ce problème, c'est comment la forme de ce V impacte la force qu'il ressent quand il traverse l'interface. Est-ce qu'il y a une transition? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui génère ces jolies formes avec deux courbures qu'on voit très nettement ici, et comment on peut le comprendre et si on peut le reproduire avec un modèle assez simple à base de particules de fluide. Donc d'abord la partie A, tous les résultats ici sont dans un seul papier, une seule publication dans le Journal of Fluid Mechanics de 2018. Donc si vous voulez voir plus de détails, ça sera par ici. Donc 3 grandes raisons pour lesquelles on s'intéresse à la traversée d'une interface par un objet solide. Une grande raison qui est un peu la raison historique, c'est les efforts hydrodynamiques sur une structure qui rentre et qui sort et qui re-rentre dans l'eau, comme par exemple une coque de bateau, comme on peut l'imaginer sur ce film ici. Quand la coque re-rentre, elle va subir des efforts très importants qu'il est nécessaire de prévoir pour dimensionner correctement la coque. On peut aussi penser à des exemples bio-inspirés. Donc ça, c'était l'inspiration initiale pour ce projet. Quand les oiseaux plongeurs de type cormoran ou
quai de Gannett, je ne sais plus comment c'est en français, les fous de bassin, je crois. Pardon? Oui, oui, c'est ça. Pardon. Fous de bassin, oui. La vidéo s'est arrêtée. Donc, quand ils rentrent dans l'eau, ils subissent des efforts très importants. Et on se demande comment ils arrivent à ne pas se briser le cou à chaque fois qu'ils rentrent. C'est un peu ça la question d'origine. L'aspect vraiment biologie et résistance du squelette a été traité par Sonny Jung, qui est un collaborateur qui est également sur notre publication, et dans un joli papier de 2016. Nous, on s'est plutôt intéressé aux détails de la force hydrodynamique avec un objet simplifié, donc un levé que je vous ai montré à l'origine. Évidemment, une dernière raison pour laquelle les gens regardent les splashes, c'est une raison purement fondamentale sur la dynamique du splash qui suit l'impact. Ça, c'est une très jolie photo du livre A Study of Splashes de 1908. Donc, c'était une des premières applications de la photographie rapide. C'était de regarder la dynamique d'un splash. Et là, on voit en particulier la cloche liquide qui se referme et qui génère des structures qui ont été comprises finalement que récemment. Le buckling, le flambage de cette structure quand la cloche se referme. Et donc nous, évidemment, on va aussi s'intéresser à cet aspect dynamique de splash et à voir comment on peut comprendre l'influence de l'air autour. Une brève revue de littérature sur les deux aspects principaux que je vais vous présenter. D'une part, l'impact, la force d'impact et d'autre part, la dynamique de splash. Pour la force d'impact, ça a commencé, les études théoriques ont commencé principalement avec Van Karman en 1929 et a été raffiné progressivement par de nombreux auteurs. Les études récentes ont été faites en particulier par l'équipe d'Alexandra Téché et Tad Truscott, donc dans les années 2000 et 2010, et aussi par Sonny Jung, que je mentionnais il y a quelques slides. Et le point commun entre toutes ces études, c'est que des études théoriques, il y en a beaucoup, mais des études qui comparent directement des mesures de force et ces théories, il y en a relativement peu. Donc, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire dans cette étude. Et pour la dynamique de splash, il y a des effets subtils qui, a priori, ne rentreraient pas dans les nombres sans dimension en regardant d'un point de vue un peu naïf et qui peuvent avoir des effets de premier ordre sur le splash. Donc, je montre un exemple ici par Duez et collaborateurs en 2007, où ils ont montré que les effets d'hydrophobicité sont ultra importants pour ce qui est de la forme du splash et de la forme de la cavité, même si c'est quelque chose qui, a priori, ne rentrerait pas typiquement dans un nombre de Weber ou dans un nombre de Froude. Vous voyez, la forme du flash est complètement différente. Ici, c'est pour la même vitesse et exactement les mêmes conditions. Et c'est un deuxième exemple qui montre que le splash lui-même est très influencé par la tension de surface. Le perfluorohexane, c'est un des composés qui a des tensions de surface les plus faibles connus. Et l'eau, un des liquides qui a la tension de surface la plus forte. Donc on voit que le splash ne se comporte pas exactement de la même manière si on change que ce paramètre-là. Alors qu'encore une fois, le nombre de Weber qui va caractériser la tension de surface ici va être typiquement très grand. Donc on ne s'attendrait pas à ce type de déformation ou ce type de changement. Donc la dynamique du splash, c'est un problème relativement subtil. Et on va voir un exemple de plus dans ce que je vais vous présenter ici. Le dispositif a été monté par deux étudiants que j'ai eu au tout début de ce projet. Donc, il se compose d'un chariot qui translate verticalement, juste sous l'effet de la gravité, et on le lâche d'une certaine hauteur pour avoir une certaine vitesse à la traversée de l'interface. On a un capteur de force en haut et le V est indiqué par la flèche ici. Et ce V a un rapport d'aspect grand mais pas infini. Donc, il y aura probablement des corrections qu'on va voir. Il a un angle d'ouverture qui est compris entre 45 et 120 degrés, donc d'un V très pointu à un V relativement obtus. Et les vitesses que je vais vous montrer ici sont finalement sur une plage assez réduite, de 1 à 2 mètres par seconde, mais les effets qu'on voit sur cette plage de vitesse sont très intéressants et très marqués. Et on admettra dans toute la suite que la vitesse est constante dès que le V atteint la surface, ce qui est une hypothèse relativement forte, vu qu'on a une force d'impact justement qui va réduire un petit peu la vitesse,
mais relativement faiblement. Elle va varier de quelques pourcents et on a ajusté la masse de ce mobile pour que le reste constante après cette petite force d'impact. Donc, c'est une étude globalement à vitesse constante. Donc, la première partie de l'étude, c'est la force d'impact. Donc, est-ce qu'on peut trouver un modèle parmi tous ceux qui ont été développés qui prédit cette force d'impact? Et sinon, pourquoi on a une différence? Et est-ce qu'on a une transition dans la force d'impact? Est-ce qu'on peut voir différents types d'entrées en fonction de la forme du V, donc en fonction de son angle d'ouverture? Donc ici, je vous montre des données brutes de force en fonction du temps. Donc temps 0, c'est le moment où la pointe du V atteint l'eau. Et ici, c'est tout dimensionné. Évidemment, on peut voir qu'on a l'impression qu'on va pouvoir collapser tout ça en choisissant les bons paramètres, et c'est le cas. Donc si on regarde les nombres sans dimension, le nombre de Weber que je mentionnais à l'instant, qui rapporte les forces d'inertie aux forces de torsion de surface, ils sont très grands, donc ce qui suggère que les forces de torsion de surface sont a priori négligeables. Alors je le mets en orange évidemment parce que dans la deuxième partie, ça ne sera plus vraiment le cas, on verra pourquoi. Mais pour la partie force, on peut le garder de côté. Le nombre de Froude qui rapporte les effets d'inertie aux effets de gravité, il est grand mais pas infini. Donc potentiellement, les effets de gravité sont faibles, mais on pourrait voir leurs effets, et on le voit effectivement. Et les nombres de Reynolds sont très grands, donc on peut supposer qu'on est dans un régime purement inertiel. Et si on est dans un régime purement inertiel, les forces sont en 1/2 de ρ, ρ étant la densité de l'eau, fois la surface projetée, qui est donc ici la longueur fois la largeur du V, fois la vitesse d'impact, ici au carré. Et on peut redimensionner en prenant un temps inertiel, qui est ici le temps de submergence, la hauteur du V divisé par la vitesse d'impact. Donc, ça définit le temps qu'il faut au V pour se submerger en prenant comme référence la surface non déformée. On verra que le V est totalement mouillé avant ce temps-là, en fait. Et donc, si on redimensionne ces données par un coefficient de force à la place d'une force et un temps adimensionné par le temps inertiel, on peut collapser toutes les courbes sur une seule courbe et on voit que pour cet angle d'ouverture donné, donc 120 degrés, qui est l'angle le plus ouvert, toutes les courbes se collapsent sur une seule courbe maîtresse jusqu'au moment où le V est totalement submergé, où là, on commence à voir d'autres effets, qui est, comme vous pouvez l'imaginer, des effets de gravité. Ça, c'est pour un seul angle d'ouverture. Donc, on voit très clairement une force d'impact qui apparaît avant que le V soit submergé. Si on change l'angle d'ouverture et qu'on va vers des angles plus fermés, on voit la disparition de ce pic, essentiellement. Il se déplace vers t égale 1 et ensuite disparaît totalement. Donc, ce type d'entrée, avec une force qui augmente de manière très progressive jusqu'à la force finale, c'est une entrée qui, du coup, sera progressive. Progressive dans le sens où on passe d'une force quasi nulle à une force de traînée, essentiellement, sans jamais voir de pic d'impact ou de pic prononcé sur la force d'impact. Donc déjà, on identifie une transition qu'on ne sait pas prévoir, mais qu'on sait identifier sur des données de force. Et on va ici comparer au modèle le coefficient de force, donc qui définit la plus haute force qu'on a pendant la submergence du V, et le temps à laquelle cette force apparaît. Donc T égale 1, ça veut dire que la force apparaît au moment où le V est totalement submergé. T plus petit que 1, qui est le cas un peu plus général, c'est une force qui arrive avant que le V soit submergé. Donc les données brutes, les voici. Le coefficient de force, vous pouvez voir qu'il augmente très rapidement avec l'angle d'ouverture. Et au-dessus d'un certain angle d'ouverture, comme je vous l'ai montré, on a une entrée qui est progressive, une entrée qui n'est pas dure ou impactante. Je ne sais pas quel est le meilleur vocabulaire pour ça. Et pour ce maximum de force, la transition se passe au moment où le maximum de force
arrive au moment où le V est totalement submergé. En fait, on voit même qu'il arrive après que le V soit submergé, avec un petit délai qui n'est pas représenté dans les modèles clairement. Les modèles de force, donc comme je vous l'ai dit, le premier modèle qui se base sur le découlement potentiel, c'est Wagner en 1931. Donc, l'hypothèse forte derrière, c'est qu'on résout les écoulements potentiels sur une plaque plate, donc pas comme un V, vraiment une plaque plate, qui s'étend en fonction du temps. Et c'est en gros, c'est la version 0 d'un V, puisque la proportion mouillée augmente en fonction du temps. Et évidemment, c'est un modèle qui est valide que pour des angles bêta. Donc bêta, c'est l'inverse de l'angle d'ouverture. L'inverse, la complémentaire de l'angle d'ouverture, qui est l'angle par rapport à la surface libre. Donc c'est un modèle qui est valide que pour des bêta proches de 0. Et les auteurs qui ont raffiné ce modèle ont essayé d'ajouter des termes qui permettent de rendre compte du fait qu'il faut que la vitesse reste finie partout sur la zone de contact. Alors là, je vais utiliser le modèle de Logvinovich, qui était le modèle qui était le plus prometteur. Dans ce modèle, la pression s'exprime comme ça. On a deux termes, une pression qui est vraiment liée à l'impact et qui dépend de l'angle d'ouverture. Ça s'appelle le dead rise angle en anglais. Je ne connais pas l'équivalent en français. Et une pression dynamique. Donc, c'est en fonction de l'équilibre entre ces deux termes, on va avoir un changement de comportement. On va imaginer qu'il peut y avoir un changement de comportement. C'est ce qui se passe. Donc, la pression, ce qu'on peut remarquer immédiatement, c'est qu'elle n'est pas positive partout sur la surface. Donc, comme vous voyez, il y a une partie du V où la pression est positive et une partie du V qui est plus proche donc, de la racine du G où la pression devient négative. Et le traitement classique consiste simplement à oublier cette partie négative et à intégrer la force de 0 jusqu'à ce point-là. Donc si on fait ça, on trouve la force en fonction du temps, qui correspond simplement à l'intégration de ce profil de pression en oubliant le bout. Donc ce profil de pression, il faut imaginer qu'il s'étend progressivement sur le G sur le V à mesure que le V rentre dans l'eau. Et on peut également, avec le même modèle, trouver le moment où la force est maximum. Et il est atteint quand la racine du G, qui est ici, atteint le bout du V. Donc c'est une condition purement géométrique et qui se trouve être indépendante de alpha. Donc on a dans ce modèle-là, le temps maximum, ou le temps à laquelle on va avoir ce pic de force, va être indépendant de l'angle d'ouverture. Et on va avoir un coefficient de force qui s'exprime comme ça. Donc si on compare ces deux prédictions à nos mesures, on se rend compte qu'on n'est pas trop mal pour le coefficient de force. Il a l'air de le surestimer dans la partie impactante. Et pour le temps à laquelle cette force apparaît, comme vous pouvez le voir, il n'est clairement pas constant dans les mesures. Il a l'air de tendre vers cette valeur limite, mais il est clairement différent quand l'angle d'ouverture est relativement modéré. Donc la question, c'est comment on peut améliorer un peu cette prédiction. Et il faut revenir pour ça aux hypothèses qu'on a fait. Alors, évidemment, les modèles, c'est des modèles 2D. Et nous, on sait qu'on a un V qui n'est pas infiniment long. Alors, il a un rapport d'aspect de 4,2, longueur sur largeur. Et la première approche qui se trouve être parfaitement cohérente, c'est de dire qu'on a une réduction de la masse ajoutée. Donc, il y a des coefficients qu'on peut trouver dans la littérature qui corrigent la force, donc qui est liée à cette masse ajoutée. Et pour un autre rapport d'aspect, on a une correction qui est de l'ordre de 10%. Et la deuxième correction qu'on peut imaginer, c'est que l'hypothèse pour la prédiction de force, c'est que la force maximum arrive quand la racine du G arrive jusqu'au bout du V. Et alors, on sait qu'il y a cette partie de force négative qu'on a totalement oubliée.
et qui peut potentiellement influer sur cette force maximum. Alors, on peut faire deux autres hypothèses. La première hypothèse, c'est que la force est maximum non pas quand cette racine du G arrive au sommet, mais quand la pression de zéro pression arrive jusqu'au bout du V, ou quand l'intégrale de la pression, comme vous voyez, la pression n'est pas du tout monotone, quand l'intégrale de cette pression arrive au bout du G. Et ça nous donne deux autres conditions et deux autres temps à laquelle la force maximum va apparaître et deux autres coefficients de pression maximum. Donc, ces conditions sont relativement proches de cette hypothèse initiale quand l'angle est grand, donc un V très ouvert. Mais dès que le V est un peu plus fermé, ben, on voit que le temps à laquelle ça va apparaître diminue fortement. Pardon, le X à laquelle la force va apparaître diminue. Donc, ça veut dire que le temps qu'il faudra pour atteindre cette force maximum va augmenter. Il faudra étendre ce profil de pression plus longtemps avant d'arriver à la force maximum. Et ça génère des différences assez importantes, comme vous le voyez. On passe de 0,6, qui est la valeur prédite par le modèle de Wagner-Lovinovich, à une force qui, pour cet angle-là, devient un peu plus proche de 1. Donc, si on compare ces prédictions maintenant à nos mesures, on trouve qu'elles sont déjà beaucoup mieux. Donc, la correction 3D basée sur la masse ajoutée marche très bien. Et on voit qu'on reproduit relativement bien la remontée de ce temps, donc l'augmentation du temps en fonction de l'angle. Alors, j'ai gardé les deux prédictions parce que la prédiction numéro 1 est totalement analytique et elle est relativement bonne, pas exceptionnelle, mais relativement bonne. Alors que la prédiction 2 n'est dans ce cas plus totalement analytique, mais vous voyez, elle permet de reproduire la plupart des points expérimentaux. Et surtout, ça nous permet de définir le point exact auquel on va avoir le temps qui devient plus grand que le temps de submergence. Et pour ça, c'est là qu'on va avoir la transition. Donc, on peut définir la transition par l'intersection de cette nouvelle prédiction et du temps 1, qu'on peut aussi reporter sur la force. Et on voit bien que c'est au moment où la force va plus augmenter aussi rapidement. Donc ça nous permet de prédire la transition d'une entrée douce ou une entrée progressive à une entrée impactante. Et avec le capteur de force, on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe après la submergence. Donc, comme on peut le voir, le fait d'avoir un V qui plonge et non pas un V totalement submergé, on a une cavité derrière, cavité créée de manière inertielle, et cette cavité va avoir une influence sur l'écoulement. Donc, typiquement, entre un V totalement submergé vorticitaire qui potentiellement dissipe beaucoup d'énergie. Donc, on peut imaginer. Vous m'entendez encore? Ma connexion Internet a l'air de pas être très stable. Tu m'entends, Pierre-Yves? Oui, il y a eu un tout petit blanc là, mais on te réentend. Ah, d'accord. Ouais, j'ai eu un petit avertissement. Donc, on peut imaginer que la présence de la cavité va influencer sur le coefficient de traînée. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, quand on mesure le coefficient de traînée quand le V est dans l'eau, et qu'on le compare à les valeurs expérimentales d'un V totalement submergé, donc avec de l'eau derrière et non pas une cavité, on est quasiment un facteur 2 en dessous. Donc la présence de cette cavité va rendre le système V plus sillage plus profilé que ce qu'il était sans la présence de la cavité. Et c'est valable pour tous les angles d'ouverture. Alors avec plus de bruit et un peu moins de certitude sur les grands angles d'ouverture, ça c'est dû à la force d'impact qui génère ces oscillations. Mais ces valeurs sont cohérentes avec ce qu'on obtient pour la supercavitation, donc où la cavité est créée par cavitation vraiment plutôt que par ouverture d'une cavité inertielle comme dans notre cas. Et donc si on
compare les valeurs, ce que je ne montre pas ici, c'est tout à fait cohérent. Donc, même si le mécanisme de génération de la cavité est différent, la réduction de traînée est analogue dans ce cas. Alors, la question finalement qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a une forme optimale pour ce V? Et la réponse, c'est on sait que l'angle, la force d'impact va augmenter très rapidement au-delà d'un certain angle et en dessous un peu moins vite. Et on transitionne d'une entrée graduelle à une entrée impactante. Mais pour des vrais plongeurs, le problème d'optimisation est un peu plus compliqué que juste optimiser la force. On peut penser d'optimiser la force juste sur la partie amont, je veux dire. Pour un oiseau, alors ça c'est un oiseau, c'est dans la même étude que je vous mentionnais plus tôt, c'est une étude qui a été faite par Sonny Jung. L'oiseau que vous voyez ici, c'est un oiseau qui a été congelé dans la position de plongée et qu'ils ont lancé à la main verticalement de la même manière que les oiseaux le font dans la nature. Et ce qu'on voit, c'est que le bec effectivement a un angle très aigu et ensuite le front lui génère la cavité. Et pour l'oiseau, la réduction de traînée, c'est pas seulement la réduction de traînée sur cette partie-là, c'est aussi la réduction de traînée sur le reste du corps qui va suivre. Et donc, ils ont finalement intérêt à avoir une cavité relativement large pour réduire la traînée globale sur tout le corps. Donc, l'optimisation sera un peu plus complexe que ce que je vous montre juste sur la gauche. Et pour d'autres types de plongeurs, par exemple les plongeurs olympiques, il y a une deuxième type d'optimisation, c'est ce qui se passe au niveau du splash. Alors, qui n'est pas montré sur cette figure, mais qui est très important pour la notation des plongeurs olympiques. Et on peut imaginer que si le plongeur modifie la cavité, là vous voyez que le mouvement de bras est censé... C'est quelque chose que je ne savais pas avant d'étudier ce problème. Quand un plongeur olympique plonge, au lieu de plonger avec les mains pointues de manière à avoir une petite cavité, il plonge avec les paumes des mains ouvertes pour avoir déjà une cavité d'une certaine taille. Et sous l'eau, ils vont ouvrir les bras de manière à ouvrir la cavité encore plus. Et l'effet de cette ouverture de cavité va changer le comportement du splash qui se trouve à la surface et qu'on ne voit pas ici. Et on va voir plus en détail dans la seconde partie ce qui se passe quand comment les effets aérodynamiques peuvent influencer le splash à la surface. Et donc, comme vous le mentionnez, dans le plongeon aérodynamique, le bruit que fait cette cavité, à la fois son impact visuel et son impact sonore, a une influence sur la note qu'ils vont avoir. Donc, ce mouvement que vous voyez là, qui est généralement à l'origine des blessures des plongeurs, et ils le font de manière consciente, de manière à changer le comportement du splash. Donc ça, c'est un autre paramètre d'optimisation qui est non plus pas seulement optimiser la force d'entrée. Vous voyez que si le plongeur avait simplement voulu modifier la force d'impact, il aurait juste mis son corps de manière la plus profilée possible et non pas cherché à ouvrir la paume des mains pour avoir une grande cavité. Donc, je passe donc à la seconde partie qui est la forme du splash après l'impact initial. Donc, comme on peut le voir sur cette photo, le splash a, en tout cas pour ces conditions-là, deux courbures. Une courbure vers le bas et une courbure vers le haut. Et ce n'est pas le cas pour tous les angles ni pour toutes les vitesses d'entrée. Et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement. Alors, pour fixer les idées, je vous montre 3 vidéos qui sont 3 vues différentes. Ça, c'est une vue de côté. On voit le développement de ce splash qui initialement va vers le haut et ensuite se rapproche de la surface et aspiré vers le bas. C'est vraiment ça qui se passe, c'est une aspiration. Une vue de dessus, on voit la même chose. C'est la partie centrale ici qui est aspirée vers le bas et qui finit par impacter la surface libre. Et une vue de côté qui montre cette partie qui est accélérée vers le bas. C'est peut-être la vue qui montre la plus clairement. Alors, je ne sais pas si vous avez toutes les images de l'autre côté de la connexion. Mais je vais repasser la dernière vidéo pour vraiment montrer ça. Donc, le splash est là.
Et cette partie-là est aspirée vers le bas et impacte la surface libre. En vue de côté à nouveau, on voit que cette partie-là est accélérée vers le bas et l'accélération est gigantesque. Elle est de l'ordre de 70 fois la gravité. Donc c'est clairement pas un problème de gravité, c'est pas une force de gravité qui va générer cette accélération. Et la question c'est est-ce qu'on peut trouver quel type de force et est-ce qu'on peut la représenter dans un modèle. Ici je vous montre trois captures qui sont pour trois vitesses différentes, relativement proches, mais qui montrent cette transition. Ces trois captures sont pour la même profondeur de submersion, profondeur de pénétration du V. Et vous voyez que plus la vitesse est grande, plus ce V va être creusé et proche de toucher la surface libre. Et je vais maintenant faire une étude où je vais m'intéresser que à ces trois captures et à ce temps-là. Et j'ai développé un modèle qui permet de représenter différentes forces. Et je vais ajouter progressivement les forces jusqu'à retrouver cet effet-là. Donc le modèle, c'est un modèle relativement peu complexe, basé sur des particules de fluide. Et dans ce modèle, il y a deux temps. Il y a le temps, les temps courts, où le splash est éjecté du V. Dans ce modèle-là, la vitesse d'éjection des particules est une vitesse constante et l'angle d'éjection des particules est également un angle constant. Comme on peut voir sur cette vidéo, ça suit un angle constant et toutes les particules qui suivent aussi un angle constant. Et ça, c'est valable jusqu'à ce que le V soit totalement submergé. Et sur ces particules, on va mettre les forces classiques, gravité, force de traînée, et évidemment la force d'inertie. Pour la seconde partie, quand le V est totalement submergé, alors il y a deux problèmes. Il y a le problème de résoudre ce qui se passe dans la cavité. Et pour ça, j'ai adapté un modèle qui a été développé par Christophe Clanet en 2007. C'était pour le cas axisymétrique, donc j'ai adapté pour le cas ici 2D. Et en résolvant ce qui se passe dans la cavité, on peut trouver l'angle de cette cavité. Et le modèle pour le modèle de particules de fluide ici se base sur cet angle-là. Donc on match la vitesse d'éjection, on match l'angle d'éjection de manière à avoir une continuité dans l'angle de la cavité, comme je vous le montre sur cette capture ici. Et la vitesse d'éjection, de manière un peu ad hoc, on va la diminuer de manière exponentielle dans le temps via toujours le temps inertiel. Et évidemment, il nous manque les forces de tension de surface qui, dans ce modèle-là, sont très simples. Et on va prendre la tension de surface de l'eau pure qui, pour un système comme ça, est totalement justifié. Donc, pour résumer, on a un modèle où au temps initial, on a la vitesse d'éjection des particules de fluide est constante et l'angle est constant. Et pour des temps plus longs, quand le V est submergé, on a une vitesse qui diminue exponentiellement en temps et un angle d'éjection qui matche l'angle que fait la cavité. Cet angle et cette vitesse d'éjection, on peut la trouver via le modèle de Wagner. Et il se trouve que c'est la vitesse de la racine qui est donnée ici par la prédiction de Wagner est proportionnelle à la vitesse du bout qu'on est en train de rechercher ici. Donc, il y a un facteur 1,55 entre les deux, mais elle est prédite de manière théorique. Donc, une fois qu'on a cette vitesse d'éjection, le travail est quasiment fait, parce qu'avec une condition purement géométrique, on peut trouver l'angle d'éjection. Donc, on a une prédiction purement théorique à la fois de l'angle et de la vitesse d'éjection des particules quand le V est avant submergence. Et après, on sait qu'on a ce modèle-là. Du coup, on a fermé le modèle et on peut vérifier que les prédictions marchent bien avec les mesures expérimentales. Donc là, je vous montre la vitesse d'éjection des particules en fonction de la vitesse du V. Et on retrouve ce facteur 1,55 pour tous les angles d'ouverture. Et l'angle d'éjection est aussi cohérent avec cette approche. Voilà, on a totalement fermé notre modèle et on n'a plus qu'à le faire tourner et à voir si ça représente correctement la forme du splash que je vous montrais plus tôt. Donc encore une fois, on va s'intéresser à ces trois captures d'écran.
Et le modèle donc, était développé en MATLAB et qui tourne très rapidement vu la complexité des forces en jeu. On voit le V qui rentre dans l'eau et à mesure que la cavité se développe, on adapte cet angle, qui est l'angle de la cavité, à l'angle d'éjection des particules. Donc on se retrouve avec une forme qui a déjà plus ou moins deux courbures, mais qui ne ressemble pas extrêmement à cette forme vraiment creusée qu'on voit ici. Donc, là où ce que je vous montre ici, il y a juste l'inertie. Il n'y a pas de tension de surface, il n'y a pas de traînée non plus sur les particules. Donc, si on met ces ingrédients progressivement, encore une fois en se concentrant sur ce temps-là, si on rajoute la gravité, qu'on n'avait pas mis jusqu'à présent, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est un ingrédient qui n'a quasiment aucune influence. C'est des vitesses qui sont grandes, des nombres de Froude en fait, qui sont basés sur la vitesse d'éjection qui sont grands. Ce n'est pas très étonnant. Si maintenant on met la traînée sur les particules, ça va ralentir la translation des particules, pas changer beaucoup la forme. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de succion vers le bas comme on le voit sur les images. Et ce ralentissement relatif, il est indépendant de la vitesse. Et nous, on cherche un effet qui en dépend de cette vitesse au final. Mais ça nous permet de définir un premier paramètre qui est l'effet de l'aérodynamique sur le splash. Donc, on va prendre un coefficient de traînée qui est 2,5, qui est relativement haut, mais qui représente assez bien la physique d'un splash. Donc là, il faut imaginer que c'est un problème 2D et que c'est long dans la direction perpendiculaire au tableau. Donc, on a vraiment une plaque plane qui se déplace dans un écoulement, ce qui justifie un coefficient relativement haut comme celui-là. Et le ralentissement relatif, il dépend d'un nombre sans dimension qui est défini ici en fonction de la densité de l'air, de la densité de l'eau, de l'épaisseur de la nappe liquide et de la dimension du V. Maintenant, la tension de surface, alors comme on s'attendait un peu, la tension de surface régularise la forme et la forme creusée qu'on avait avant disparaît au profit d'une forme un peu plus lisse. Et une fois qu'on a rajouté cette tension de surface, on voit que plus la vitesse est petite, plus la forme est lisse, qui est un peu cohérent. Parce qu'on a la tension de surface qui va avoir plus de temps pour régulariser, qui, quelle que soit la vitesse, va avoir la même force et qui va régulariser plus efficacement pour des petites vitesses. Donc là encore, on n'a toujours pas cette grande forme creusée. Si vous comparez à la capture que je vous montrais avant, on a plus une forme qui ressemble à la première image plutôt qu'à la dernière image avec cette forme-là. Donc clairement, il nous manque quelque chose. Et l'indice vient d'une analyse qui montre que l'accélération du type est quand même proportionnelle à la vitesse d'éjection. Donc il reste quelque chose d'inertiel, d'aérodynamique qu'on n'a pas pris en compte. Alors j'avais donné beaucoup d'indices au début, donc j'espère que depuis vous avez imaginé ce que ça pouvait être. Si on regarde l'air, le mouvement de l'air sous le splash, on se rend compte que, je repasse encore une fois, qu'il y a de l'air qui rentre sous le splash à une vitesse qui est comparable, voire plus grande que la vitesse de translation de la nappe liquide. Ça, c'est la même encore plus lentement. Donc, c'est l'air qui rentre ici et qui remplit cette zone qui se trouve sous le splash. Et vous voyez que la vitesse de l'air ici, qui est représentée par la longueur des traits, est au moins aussi grande que la vitesse de l'air ici, qui est l'air qui est directement poussé par la nappe. Donc, il y a un effet ici que vous pouvez imaginer, un effet Venturi, qui est une réduction de pression due à cette accélération de l'air entre cette partie et la partie sous la nappe, dans la poche. Alors, l'effet Venturi est connu pour avoir des effets sur à la fois la dynamique de la cavité et sur la dynamique de splash. Dans le cas particulier que je vous montre, au lieu de promouvoir l'implosion de la cloche liquide comme typiquement, comme dans cet exemple qui a gagné la Gallery of Field Motion de 2014, ici, ça promouvoit l'ouverture du splash et son implosion sur la surface libre. Donc c'est un peu l'effet inverse, mais qui reste quelque chose basé sur un effet aérodynamique et un effet Venturi. Alors dans notre cas, on peut
avoir une prédiction de cet effet Venturi en se basant sur le modèle que je vous montrais précédemment, qui est donc un modèle de particules de fluide. Puisqu'on a la forme à tous les temps, on peut prédire la vitesse moyenne sur chaque section du splash à tous les temps. Et ça nous permet d'estimer une réduction de pression due à cette accélération. Donc, tout simplement via la loi de Bernoulli. Et si on met simplement cet ingrédient-là, on se rend compte qu'on a une forme qui devient vraiment très très proche des captures que je vous montrais précédemment. Et donc on est relativement satisfait, où une fois qu'on a mis tous les ingrédients plus cet effet Venturi, on reproduit parfaitement la forme. Alors là, je ne vous montre pas à tous les temps, mais ça marche depuis t égale 0 jusqu'à ce que le splash touche la surface libre. Et ça génère un affinement de la nappe qui est phénoménal ici. Donc en plus de cet effet Venturi, la raison pour laquelle il est aussi efficace, c'est que cette accélération de la nappe vers le bas va affiner considérablement la nappe initiale. Les ordres de grandeur, on a typiquement une nappe de 100 microns à l'origine, et la nappe à cet endroit-là, elle a 5 microns, voire moins d'épaisseur. C'est les mesures qu'on peut faire en observant la vitesse d'agrandissement de trous spontanés dans la nappe, donc avec la vitesse de Taylor-Kulik. Donc en résumé, on a cet effet Venturi qui peut se représenter par un nombre de Weber, qui est un effet aérodynamique, pas un effet d'inertie, mais un effet aérodynamique, même si ça s'écrit de la même manière, qui prend en compte non pas le ρ du liquide, mais le ρ de l'air, fois la vitesse de déplacement de cette nappe au carré, cette vitesse Umax est proportionnelle à ce V0. C'est pour ça qu'on la prend, puisque c'est plus un paramètre de contrôle. Donc on a un nombre de Weber qui serait écrit avec la densité de l'air et avec la vitesse de déplacement de la nappe au lieu de la densité de l'eau et de la vitesse d'impact. Et un nombre d'inertie que je vous présentais précédemment qui mesure le ralentissement relatif dû à la traînée, et toujours ce nombre de Froude qui mesure l'amplitude relative de la gravité sur ce problème, qui ici est dans quasiment tous les cas négligeable. Donc ce nombre de Weber, quand il est, pour les captures que je vous présentais précédemment, il est de l'ordre de 16 à 47. Et dans tous les cas, on voit à un moment donné le creusement de cette surface. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si on diminue ce nombre de Weber suffisamment, on peut inhiber la création de cette partie basse? Et la réponse est oui. Alors la manière la plus simple de le faire, c'est de prendre un V qui est plus pointu, qui va générer des vitesses plus faibles. Et comme je vous montre ici, donc là, on a des vitesses un peu plus raisonnable. Et dans le cas de la vitesse la plus faible, on a cette fois, pour toujours la même distance de pénétration, une seule courbure pour le nombre de Weber le plus faible. Et progressivement, on va voir le développement de cette deuxième courbure. Et le modèle que je vous présentais précédemment marche toujours pour cet angle d'ouverture et rend compte de la création, de l'initiation de cette instabilité. Donc le panorama de nombres sans dimension pour ce problème, on en a trois finalement. On a le nombre d'inertie qui représente l'effet relatif de la traînée, qui va ralentir la courbe sans vraiment créer de dépression. On a le nombre de Froude qui va abaisser la courbe. Donc plus il est petit, plus la gravité va être importante et plus il va abaisser le splash. Et évidemment, on a ce nombre de Weber basé sur l'aérodynamique qui rend compte de la création de cette dépression. Donc avec ça, on décrit totalement la forme du splash. Donc en résumé des deux parties que je vous ai présentées, on a finalement deux transitions. Une pour la force, on passe d'une force graduelle, à une entrée graduelle, à une entrée impactante avec un pic de force très marqué avant submergence qui diminue d'un facteur 2 à 3 pour les cas les plus impactants qu'on ait étudiés.
Et on a aussi une transition pour la forme du splash. On passe d'un splash qui est dominé par la tension de surface à un splash qui est dominé par les forces aérodynamiques, mais pas n'importe lesquelles, par un effet Venturi dû à l'écoulement de l'air qui remplit cette poche-là et passe à travers un coup et donc génère cette différence de pression qui va aspirer le splash vers le bas et générer cette deuxième courbure. Donc voilà, avec ça, j'espère que je vous ai convaincu que les problèmes de splash étaient intéressants et que je vous laisse avec cette image qui est un peu qui montre les différences entre un splash ou les similarités entre un splash et un oiseau qui plonge, même si ça peut être présenté comme malhonnête, puisque l'oiseau ici est en dehors de l'eau, mais la forme du splash, de manière totalement fortuite, ressemble à la forme de l'aile. Merci pour votre attention et j'attends vos questions. Merci, joli, bravo. Bon, j'applaudis. Qui est-ce qui aura une question? Oui, moi j'ai une question. Vas-y, Stéphane. Oui, bonjour Lionel, merci pour ton séminaire, c'est super. Merci. Alors ma question c'est, est-ce que j'ai bien aimé ton explication du splash là, et de la manière dont ça se recourbe. Est-ce que tu as regardé, nous on avait regardé bien sûr pendant longtemps les splashs de gouttes et on voit exactement le même genre de structure, mais sans doute à des échelles qui sont beaucoup plus petites, je pense, que ce que tu as. Est-ce que je crois pas qu'il y avait eu une explication à l'époque pour ce retournement. Est-ce que tu as regardé ça ou est-ce que tu penses que... Je ne sais pas si quelqu'un a regardé depuis. Ça, c'était en 2010, je crois, Poppy. Je ne suis pas sûr de connaître la littérature avec les gouttes, l'impact de gouttes. Tu as un papier en tête en particulier? Si tu veux, je t'enverrai la référence. Il y avait un PRL où on avait comparé du numérique avec des manips à haute vitesse. C'était Marie-Jean Toraval qui avait fait les manips. D'accord. On voit vraiment sur l'image que tu as là, à gauche, on voit vraiment des structures qui ressemblent beaucoup à ça, mais à des échelles qui sont, je pense, beaucoup plus petites, puisque on regardait des gouttes qui étaient submillimétriques, si tu veux. Donc, oui, effectivement. Oui. Ouais. Donc l'effet est probablement le même. Il n'y a pas de raison que l'effet disparaisse pour des échelles plus petites. Oui. Je pense qu'on était dans le bon régime de Weber de toute façon, donc a priori les ordres de grandeur sont bons, même si les échelles sont plus petites. Donc, donc ça, je sais pas, ça serait sympa que tu regardes parce que ça me paraît, voilà, le mécanisme a l'air d'être très similaire. En tout cas, les formes qu'on observe sont vraiment très similaires. Ce serait même en axi. Pardon? Ce serait le même en axi, quoi. Oui, il y a le fait que ça soit axi, mais je pense le fait que ça soit axi, en fait, ça peut potentiellement... Alors, si l'effet existe, ça veut dire qu'il a lieu et qu'il est présent. L'intérêt du système qu'on avait ici, donc d'un système 2D plutôt qu'un système axi, la nappe s'affine un peu moins que dans une goutte. Donc, si on prend par exemple un impact de cône, la nappe va se déchirer beaucoup plus aisément parce que en s'étirant de manière axisymétrique, la conservation de la masse fait qu'elle va s'affiner beaucoup plus vite. L'intérêt du système ici, c'est que l'affinement ne vient finalement que de l'aspiration et la nappe n'a pas de raison autre de s'affiner. Son périmètre n'augmente pas typiquement. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je pensais que c'était un des seuls systèmes où on pouvait observer ça. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'était une chance que j'avais eu l'impression d'avoir dans ce système, c'était d'avoir un système où la nappe s'affine relativement lentement. Et si elle s'affine que via des effets aérodynamiques, non pas un effet conservation de la masse. Mais donc, je suis content de savoir que ça existe aussi dans les gouttes. Par rapport à faire la manip et à regarder regarder l'effet en détail, c'est un projet qui est terminé, celui-là, c'était quand j'étais à USC, mais effectivement, ce serait potentiellement quelque chose à regarder dans le futur si
Ouais, je pense que tu as sans doute suffisamment de données avec ce qui existe déjà pour, tu vois, peut-être que c'est juste une question d'analyser les données existantes sur les gouttes pour voir si effectivement tu obtiens les mêmes scaling qu'avec ton modèle. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, le modèle, effectivement, est 2D également. Et c'est plus simple, en fait, en axis symétrique. Donc, la cavité serait directement basée sur les travaux de Clanet sans avoir à modifier les conditions comme je l'avais fait. Et le splash lui-même, ça devrait pouvoir marcher donc ouais, en prenant en compte cet affinement dû à la conservation de la masse. Oui. Ouais, ouais. Ouais, je veux bien que tu m'envoies les papiers, effectivement. Je t'enverrai Ouais. le papier, enfin, je regarderai déjà l'image, mais il y a une image que j'ai en tête qui ressemble vraiment à celle que tu montres ici. Donc, j'essaierai de la retrouver, je t'enverrai la référence. Merci. Merci pour ta question. Une autre question? Tiens, avant que quelqu'un se lance, il n'y a, pas une solution semblable du... C'est celle que tu as montrée tout à l'heure, là, de... Il y a une solution semblable, non, de l'impact comme ça en triangle sur... Une solution pour quelle partie? Pour la force ou pour la force les splash? comment, en fait. En fait, c'est ce que tu as montré, en fait. C'est la solution que tu as montrée. C'est issu d'une solution semblable, non? C'est une question Oui, aussi. oui, elle est auto-similaire. Mais D'accord, oui, pour l'écoulement de type Logvinovich ou Wagner, c'est ça, oui. d'accord. Effectivement. Ok. Ouais. Ok. Nous, finalement, on s'est servi du modèle et on l'a utilisé de manière à rendre compte des défauts que, comment dire ça proprement, les hypothèses qui étaient faites pour la génération de la force et pour le temps à laquelle la force maximum apparaît étaient finalement le point faible des publications. Donc, on n'a pas regardé l'écoulement lui-même, où D'accord. on s'est pas étudié, on s'est pas intéressé plus précisément à ce qui se passait sous le V. On peut éventuellement relier la pression qui a soulevé à la forme. Donc, la manière, en fait, il peut y avoir un pont. Je ne sais pas si c'était là où tu voulais en venir à ta question, mais il est possible de faire un pont entre la forme entre la pression qui a soulevé et le kink qu'on voit sur le modèle, qui pour nous est mis de manière un peu ad hoc, où on match l'angle de la cavité avec celui-là. Mais en fait, la différence de pression pourrait aussi expliquer ce changement relativement brutal. On va peut-être mieux sur cette simulation-là. Entre cet instant-là et cet instant-là, c'est aussi le moment où la pression va changer sous le V. Donc, on est bien d'accord, là, l'angle d'éjection, il correspond à la manip, c'est ça? L'angle d'éjection correspond non pas à la manip, mais au modèle de type Christophe Canet. Ah, ok, il y a un truc là. Je match l'angle d'éjection à l'angle que fait la cavité. Mais la C'est cavité, un modèle par tranche que je montre ici avec des traits. d'accord. Donc, tu as un modèle pour la cavité, pour ça. Ouais, ouais. C'est bien des modèles. Il n'y a rien finalement qui vient directement de la manip, parce que même la vitesse d'éjection, elle est directement donnée. C'était avant. Voilà. Mais donc, tu éjectes en fait, oui, tu éjectes en fait des sortes de gouttes enfin des gouttes élémentaires avec un Des gouttes rythme élémentaires, tout avec un à fait. rythme, d'accord, qui est constant. C'est un rythme constant. Ah, c'est des gouttes liées finalement, parce qu'il y a Oui. la tension surface qui est entre elles et la traînée rend compte du fait, le coefficient de traînée de 2,5 que j'ai pris, qui est relativement grand, rend compte du fait que les gouttes, ça apparaît pour l'air comme une plaque plane et non pas comme des gouttes indépendantes, pour lesquelles il y aurait plutôt un coefficient de traînée de l'ordre de 1. Okay. Et c'est des gouttes aussi, des longues gouttes dans la direction perpendiculaire au tableau. Ces gouttes de dés. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, pour revenir au modèle, on a vérifié que les prédictions qui étaient données par le modèle correspondent à ce qu'on observe dans l'expérience, mais il n'y a rien qui vient directement de l'expérience. La seule partie ad hoc, c'est de dire que la vitesse d'éjection diminue exponentiellement en temps, ce qu'on n'a pas observé directement, mais ce qui semblait être la loi logique la plus
la plus simple pour expliquer le fait que le splash est éjecté de plus en plus lentement à cet endroit-là. Donc la seule partie ad hoc, c'est celle-là. D'accord, ok. D'accord. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, pas de question. Pas de question non plus sur le chat. Alors, ce que je vois. Bon, ben écoute, comme apparemment il n'y a personne, pas d'autres questions. Bah écoute, eh ben encore merci. Donc je vais te réapplaudir. Bravo. Merci. Merci. Super. Ah, les petits applaudissements. Merci à tous. Les petits applaudissements virtuels et aussi dans le chat. Ok. Non, ça manque un peu les applaudissements là. Je coupe l'enregistrement.